Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table en tentant de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir ou chaque midi, ça dépend du lieu et de l'heure où vous êtes en train de nous suivre, parce que je rappelle quand même que vous êtes très très nombreux à nous suivre. J'ai reçu beaucoup de coups de fil de nos compatriotes d'Australie. Je ne sais pas, il doit être à quelle heure maintenant en Australie, donc quand on compare avec les décalages horaires, on se rend évidemment compte qu'il y en a qui nous regardent la journée, il y en a d'autres qui nous regardent la nuit. Voilà, donc je voulais vraiment vous dire bonjour et vous souhaiter bienvenue à ces nouveaux rendez-vous de votre mission, de votre magazine Décrit Info. Décrit Info est un magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, sportive, tout ce que vous voulez de l'actualité. Mais c'est un magazine d'opinion dans lequel moi, Claude Perrault-Loira, je viens me présenter devant vous, mes aimables téléspectateurs, et vous donner mon point de vue par rapport à une question donnée. Donc on sélectionne une question qui retient l'actualité, qui est à la une de l'actualité, de les décortiquer selon nous. Donc c'est un magazine d'opinion, je l'ai dit et je le répète, c'est un éditorial, et ceux qui ont un peu de connaissances en matière de journalisme savent que l'éditorial est tout simplement c'est le genre journalistique dans lequel le journaliste ou même sa rédaction monte au créneau pour prendre position. Le journaliste est un citoyen de la société, il vit dans une communauté, il a donc le droit de donner son point de vue quand il faut le faire, et le journaliste pour cela a donc cet espace réservé qu'on appelle éditorial. Donc il use de ces genres journalistiques appelés éditorial pour donner son point de vue. Et ici, dans le cadre de cette émission, je suis tout simplement un éditorialiste. Je viens donner mon point de vue par rapport à des questions importantes qui retiennent l'actualité de mon pays, par rapport à tel ou tel autre domaine. Et je le soumets aux étangs pris de vos critiques. Vous pouvez donc m'appeler après pour me critiquer, pour que vous donniez votre point de vue. La démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique. Donc allez, bienvenue à vous tous. Je voulais vraiment, au nom de ma mère, vous dire vous tous merci. Je ne sais pas comment elle fait, mais je la connaissais pas autant accro aux réseaux sociaux. Elle a suivi la dernière émission, le tout dernier décrit que j'ai fait, et elle m'a appelé en larmes en me disant qu'elle a lu les commentaires de mes téléspectateurs. J'étais très surpris, très sincèrement. Il m'a dit, et puis il me pose la question, comment je vais leur dire merci? J'ai dit, mais tu étais en train de lire le commentaire. Oh, mais même si j'avais commenté, peut-être qu'ils n'auraient pas lu, peut-être qu'ils n'auraient pas su que c'était moi, mais j'ai vu que beaucoup de tes téléspectateurs ont laissé les messages sur ton mur pour me souhaiter bon anniversaire. Et je tenais donc à te dire, de leur dire merci. Donc, je lui ai promis de passer le message. Merci à vous qui avez pensé laisser les commentaires d'anniversaire sur les murs de CPL Télévision à l'occasion de l'anniversaire de ma mère. Comme elle est tellement ces jours-ci accro aux réseaux sociaux, je sais qu'à la diffusion de cette émission, elle va m'appeler encore pour commenter. Bon, maman, je fais ce que tu m'as demandé, je t'avais promis de le faire. Je l'ai fait, donc merci à vous. Au nom de ma mère, qui, elle, ne sait pas venir ici pour vous dire merci. Elle a été touchée par vos messages de remerciements, plutôt d'anniversaire.
Et elle m'a donc chargé de vous dire merci. Allez, maman, j'ai promis de le faire et je viens de le faire. Il faut me laisser en paix maintenant. Merci à vous qui nous rendez la vie intéressante, la vie facile. Je vous dis la vérité. J'aime beaucoup discuter avec mon petit anglais. Parfois j'arrive, parfois je n'arrive pas parce que je suis qu'un apprenant. Avec mes équipes, quand la pression monte, quand les problèmes montent, je leur dis, vous n'avez pas le droit d'abandonner. You can't give up, you know. There are many, many, many persons who believe to you. Et il y a beaucoup de gens qui croient en vous, qui croient en moi. Donc pour eux, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, nous devons rester debout, nous devons continuer à travailler pour rendre service. Quelles que soient les insultes, les brimades, les pressions, les menaces, les risques énormes que nous prenons, nous pensons qu'il y a un bonheur au-delà de ça, c'est celui de vous toucher, c'est celui de savoir aussi que vous êtes très très nombreux à nous regarder et à nous envoyer des ondes positives, c'est vraiment pour vous que nous existons. Allez, je vais demander mes 3 choses habituelles que j'ai l'habitude de demander. Si vous êtes un habitué de cette émission, vous savez certainement de quoi je vais parler. La première des choses que je voudrais vraiment vous demander, chers frères, chers amis, c'est de pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne, c'est CPL Télévision. Quelqu'un m'a demandé CPL Télévision, c'est quoi? Je vous dirai un jour comment CPL est né, je vous raconterai. Parce que CPL, en fait, c'est un... Est-ce que c'est un hasard? Non, je sais pas, un hasard peut-être. Mais est-ce que le hasard existe dans la vie? CPL est né à un moment donné où moi je voulais plus faire le journalisme. J'avais fait 14-15 ans, c'est presque 16 ans à Digital Congo, qui était donc la chaîne de Jeannette Kabila. Juridiquement parlant, la chaîne, c'était donc la chaîne de l'honorable Jeannette Kabila, la sœur jumelle de Joseph Kabila. J'étais président de la délégation syndicale là-bas. Il est arrivé à un moment donné où on a fait 14 mois d'arriérés des salaires. 14 mois d'arriérés des salaires. Et je pris mes responsabilités comme représentant du personnel. J'ai écrit à l'administration de la chaîne pour leur dire que c'était une situation inacceptable. Ils n'ont pas répondu. J'ai écrit une autre lettre pour demander une rencontre. Ils n'ont pas voulu répondre. Je suis allé au niveau de l'inspection du travail. On leur a adressé une première convocation. Ils ne sont pas venus. Une deuxième. Et puis à la troisième, j'ai décidé de demander aux agents de sortir dans la rue. Et voilà, donc je suis sorti dans la rue. Ceux qui connaissent. J'ai connu aussi des moments très difficiles où j'étais pourchassé. J'ai échappé à des guet-apens mortels. Voilà. Après, quand je suis sorti de cette situation, j'étais un peu mou. Je voulais faire autre chose. Je voulais tâter d'autres terrains. Et j'ai participé à une émission. Un jour, le réalisateur de cette émission m'a dit, mais écoutez, pourquoi vous n'avez pas une chaîne YouTube? Tentez un peu. J'ai dit non. La dernière expérience à Digital ne m'a pas plu, des choses comme ça. Et c'est ce garçon-là qui a ouvert, contre mon avis, sans demander ma permission, la chaîne. Et il a appelé ça CPL Télévision. CPL Télévision. Peut-être ce sont les initiales de mon nom. C'est à lui un jour, peut-être que je dirai son nom et vous vous rendrez compte. Alors, quand je suis allé une autre fois dans une émission de débat chez eux, il m'a dit, regarde, j'ai ouvert une chaîne pour toi. J'ai dit, oh, tonton, sois sérieux, j'en ai pas besoin. 2 semaines plus tard, il m'a appelé, mais viens aux autres, ciao, l'autre côté de l'émission. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin. Après, il m'a dit, écoute, je vais te conseiller, prends seulement tes anciennes émissions, commence à mettre à l'intérieur. Je commençais à mettre mes anciennes émissions à l'intérieur et j'ai senti que je commençais à recevoir des appels de partout, tout ça. Et un jour, je n'oublierai pas, j'ai fait un coup de gueule sur une situation à l'époque.
Et j'ai vu qu'il y avait du répondant, c'est comme ça que j'ai pris goût. Et aujourd'hui, CEPEL existe. Donc c'est un peu la petite histoire des CEPEL. On a commencé comme ça, petit à petit. Donc, si vraiment vous aimez le travail que nous faisons, je vous demande la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Nous sommes aujourd'hui à 86 100 personnes. C'est une très très bonne chose. C'est des gestes qui nous démontrent effectivement que vous nous aimez, que vous nous soutenez, que vous êtes avec nous. Abonnez-vous massivement. Regardez la personne qui est à côté de vous. Regardez votre femme, votre mari, votre enfant. S'il n'est pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le pour nous. Demandez-lui de pouvoir s'abonner. Nous avons aussi d'autres plateformes de réseaux sociaux par lesquels nous diffusons nos émissions. Vous pouvez donc nous retrouver également, allez vous abonner également sur notre page Facebook Pérou Louara officiel. Nous sommes là, là aussi vous pouvez voir les informations nous concernant. Vous pouvez aussi aller nous visiter sur Twitter @Pérou Louara 1. Vous pouvez là aussi nous voir sur Twitter, et nous avons aussi un site d'information à cepelnews.net. Là aussi, vous pouvez nous voir. Deuxième chose, je voulais vraiment la main sur le cœur vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Je voulais encore une fois de plus saluer mes téléspectateurs qui incitent les autres à le faire. Je pense ici à Liliane K, je pense ici à Kikwit, je pense ici à Nanou la princesse, que j'ai salué à la main sur le cœur. J'aime beaucoup leur ténacité quand ils vous rappellent à vous tous dans des chaînes, dans des chats en direct, likez la vidéo. C'est important de liker la vidéo parce que ça nous permet de nous mettre à l'abri des actes de malfaisance de certaines personnes, des mauvaises fois. Donc, likez la vidéo et partagez-la, ça nous fera énormément plaisir. Et puis, troisièmement, appelez notre ami Judith Londolé Betokolilo. Judith Londolé Betokolilo. Moulati Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith est donc patronne d'une maison d'habillement masculin, homme, je veux dire. Si vous avez votre mari, votre frère, votre enfant et que vous voulez l'habiller correctement, contactez donc Judith Londolé Betoko. Elle m'a appelé hier, ou je sais pas moi, on a discuté quand, je sais pas, pour me dire qu'elle a reçu beaucoup de commandes de nos amis d'Australie et que les commandes étaient déjà envoyées. J'ai été très très heureux de savoir que grâce à nous, CEPEL, Judith Londolé, notre partenaire de l'EDA, a même des tentacules partout. Que vous soyez en Inde, en Papouasie, où vous êtes, appelez Judith Londolé, elle vous enverra les catalogues, surtout les vestes. Si vous aimez les vestes, c'est parce que moi, je vous ai dit que je vous dirai un jour pourquoi je suis plus trop veste. Donc, mais si vous avez un mariage, quoi que ce soit, appelez Judith Londolé Betoko commander, ça nous fera énormément plaisir. Les amis, je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle un peu de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, avec en toile de fond le discours tenu hier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune des Nations Unies à New York. Le président a dit un certain nombre de choses. Je vais dire ce que je pense de ce que le président a dit. Et comme on en a l'habitude, je vais ouvrir le téléphone après pour recevoir vos appels. Et ça sera donc en dehors de ce plateau. Mais un mot par rapport à la situation, je ne serai pas long, sécuritaire dans l'Est de la République. Retenez que la situation, elle est toujours très très tendue. J'en parle pas beaucoup parce que je vais évoquer la situation sécuritaire dans l'Est de la République dans les lignes qui suivent, parce que l'émission sera essentiellement consacrée, consacrée à cette situation avec la sortie du président Tshisekedi du haut de la tribune des Nations Unies. Donc la situation, elle est toujours volatile. Bunagana est toujours entre les mains du M23 et soutenu, selon beaucoup de témoignages, par le Rwanda. L'Ituri, le Sud Kivu connaissent toujours des problèmes, et nous avons encore un autre cas d'insécurité qui fait couler le sang. C'est la situation ici à Kwamouth, dans l'ex-Grand Bandundu, où on dit que les Teke et les Yaka sont en train de s'affronter. J'ai dit on dit parce que nous avons lu récemment un communiqué, une déclaration de M. Martin Fayoulou, déclaration à laquelle j'adhère un peu, qui a des forces invisibles qui tirent les ficelles par rapport à cette situation-là. Donc il y a visiblement des gens très mal intentionnés qui veulent trouver des situations, profiter de ces situations en allumant comme ça des foyers de tension à gauche et à droite. Et visiblement, l'insouciance et surtout le manque de promptitude à résoudre ces problèmes dans l'Est de la République, plutôt ici à Kwamouth, de la part de nos autorités, commence à poser sérieusement problème. Ça commence vraiment
a posé problème. Donc la République est en flammes. Nous avons des situations très tendues dans certains coins du pays, notamment dans l'Est de la République. Je l'ai dit pour vous alerter, pour vous alarmer. Ne dormez pas sur vos lauriers. Votre pays connaît des situations tragiques. Votre pays connaît des situations très compliquées. Je l'ai dit également pour exprimer mon attachement, mon amour et ma solidarité à nos compatriotes de l'Est et de la République, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que des millions, des milliers, des millions de Congolais sont derrière eux et qu'ils ne perdent pas espoir. La lumière finira par se lever et le soleil finira par éclairer cette partie-là de la République démocratique du Congo. Alors, j'en ai parlé en 2 minutes. Voilà. Les amis, laissez-moi en venir à mon sujet du jour, mais bien avant, je vais vous dire 2-3 petites choses. À l'enregistrement de cette émission, déjà j'étais d'ailleurs assis sur ce plateau, j'ai appelé l'avocat de M. Vidier Tshimanga, Maître Théodore Ngoy, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé que M. Vidier Tshimanga, convoqué dans le cadre de vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux, souvenez-vous, je venais donc d'avoir personnellement l'avocat de M. Vidier Tshimanga, le pasteur Théodore Ngoy, l'avocat donc Maître Théodore Ngoy, pour m'assurer que Vidier Tshimanga n'avait pas fui. Il y a depuis hier, on dit qu'il est à Londres, on dit qu'il est à Bruxelles, on dit qu'il est ceci, il est cela. Théodore Ngoy m'a rassuré que Vidier Tshimanga était avec lui et que quand il a pris les téléphones, il m'a dit qu'ils étaient en pleine audition au niveau du parquet. Donc, M. Vidier Tshimanga, selon son avocat, que j'ai eu juste pendant que je voulais commencer cette émission, Vidier Tshimanga a donc répondu à la convocation lui adressée par le procureur. Et son avocat m'a même dit, il est à côté de moi, si tu veux, je peux te les passer. J'ai dit non, non, comme il est en train d'être auditionné, il n'y a pas de problème. Donc, en croire les propos de l'avocat, je reviendrai largement là-dessus sur les contenus, parce qu'au moment où je suis en train de tourner cette émission, M. Tshimanga Vidier est encore en train d'être auditionné sur ce qui s'est passé exactement, à en croire les propos de son avocat. M. Vidier Tshimanga, contrairement à ce que les réseaux sociaux ont relayé, n'a pas fui. Il n'est pas en Belgique, il n'est pas à Londres, il est bel et bien à Kinshasa et il a répondu à la convocation du parquet. Je ne sais pas qu'est-ce que le procureur va décider, parce que le dossier au départ, j'ai vu que c'était un dossier RI, donc c'est pas encore un dossier, le procureur voulait d'abord peut-être s'informer, mais ça peut changer à tout moment. Peut-être que les questions posées peuvent l'amener immédiatement à transformer son dossier à RMP, peut-être à décider de placer M. Vidier sous mandat d'arrêt provisoire. On verra, mais à l'heure où je suis en train de tourner cette émission, monsieur est en pleine audition. Parlant de M. Vidier Tshimanga et de la procédure judiciaire qui est ouverte en son encontre à l'heure où nous parlons, vous voulez avoir mon point de vue là-dessus? Sincèrement, moi je ne fais pas confiance à la justice sur les Tshisekediistes. En 4 ans, M. Tshisekedi nous a démontré très sincèrement que la justice que lui l'avait trouvée avec d'énormes problèmes, ça c'est évident, on n'est pas fier de notre justice. M. Tshisekedi a encore compliqué davantage le fonctionnement de cette justice. Une justice qu'il a trouvée instrumentalisée, qu'on pouvait très facilement instrumentaliser par la politique pour réduire les tentatives de résistance ou d'opposition de certaines voies politiques. M. Tshisekedi l'a davantage instrumentalisé et M. Tshisekedi, j'ai toujours dit, il a ajouté un autre élément néfaste à notre justice. Cet élément-là, c'est l'élément théâtralisation. Tshisekedi a tout simplement théâtralisé la justice. Aujourd'hui, sous le régime de M. Tshisekedi, la justice n'est rien. La justice est instrumentalisée et surtout la justice est théâtralisée. Vous voulez savoir comment je l'ai dit? Vous n'avez qu'à suivre tout, comment je vais dire, toutes les grandes affaires judiciaires qui ont jalonné les 4 ans de mandat de M. Tshisekedi. Vous vous rendrez effectivement compte qu'on est vraiment en pleine théâtralisation de la justice. L'affaire Matata qui va à la Cour constitutionnelle, qui se déclare incompétente et qui est renvoyée au niveau de la Cour de cassation. La Cour de cassation qui va redemander l'avis de la Cour constitutionnelle qui s'était déjà dit incompétente. L'affaire, comment il s'appelle? L'affaire
Vital Kamere, condamné à 20 ans, recondamné à 13 ans et puis après libéré. Il y a comme ça beaucoup d'affaires qui démontrent qu'aujourd'hui, la justice de notre pays, sous Félix Tshisekedi, est devenue tout simplement une justice théâtralisée et instrumentalisée. Tshisekedi dans sa peau de dictateur, parce que pour moi, il n'y a plus des différences à faire. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était un vrai dictateur. Il a une vision nombriliste de la gouvernance. Tout doit tourner autour de sa propre personne. Il a caporalisé la justice. Il a caporalisé le gouvernement qui est aujourd'hui l'ombre de lui-même. Il a caporalisé le Parlement. C'est ça, des signes de la dictature, tout simplement. Il se pose comme un monarque. Les institutions n'existent plus. Les institutions n'ont plus la capacité de faire leur travail. Tous ils doivent se rapporter à un certain Félix Antoine Tshisekedi. Et vous avez aussi des actions et des actes qui tendent à démontrer que là, aujourd'hui au Congo, nous sommes en pleine dictature. Le rétrécissement de champ de la liberté d'expression et d'opinion, l'arrestation des prisonniers politiques, des politiciens, la répression des manifestations publiques. Donc le cocktail, les ingrédients qui démontrent effectivement que là vous êtes dans un régime dictatorial et despotique sont visibles dans le chef de la gouvernance du président Tshisekedi. Donc j'ai dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était un pur dictateur, c'était un grand dictateur. C'est comme ça que je vous ai toujours dit, aujourd'hui ne parlez plus de tshisekédisme, mais parlez du fascisme, parce que toutes les valeurs incarnées par son père, le combat de son père, le fils a pris, il a galvaudé. Aujourd'hui, il est en train de faire la honte de son père. Il est en train d'amener son père à se retourner dans sa tombe. Donc, je reviens sur ce que je disais. Je disais, pour l'image, ici, dans cette émission, j'ai appelé la justice à pouvoir se mettre en branle contre M. Villet Tshimanga. Mais je ne suis pas naïf. Je ne suis pas du tout naïf. Que Villet Tshimanga soit placé sous mandat d'arrêt provisoire, ou comme on l'appelle, sous MAP, que Villet Tshimanga soit condamné ou pas, tout porte à croire que dans son élan de théâtralisation de justice, Villet Tshimanga, Félix Tshisekedi fera de son mieux pour extirper son homme de cette situation, de cette merde judiciaire dans laquelle Villet Tshimanga se trouve. Parce qu'en réalité, je réitère ce que je vous dis toujours, vous pouvez tout dire sur M. Villet Tshimanga. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Les Villet Tshimanga, je vous les rappelle, ce sont que des rabatteurs. Le vrai chef de la bande de cette mafia installée au sommet du pays, de cette gouvernance, des corruptions installées à la tête du pays, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les exemples sont légion. L'affaire 100 jours vous démontre que le président de la République lui-même, il est trempé dans la corruption, dans la mafia. L'affaire RAM, où le président a mis en place un processus pour escroquer son propre peuple. On parle des centaines de millions de dollars américains, plus de 400 millions de dollars, que M. Tshisekedi lui-même a décidé, comme ça, en se réveillant, d'aller puiser dans le ménage de son peuple. Donc le président lui-même est allé escroquer sa population. La situation de Villet Tshimanga, moi, ça ne me surprend pas, parce que je me dis, c'est comme ça le système Tshisekedi. C'est comme ça qu'est Tshisekedi. Maintenant, pour essayer de sauver les apparences, ce qui est, j'ai appelé la justice à se mettre en branle, bonne chose, mais je ne rêve pas. On peut aujourd'hui arrêter Villet Tshimanga, on peut le condamner, vous allez voir. Le lendemain, ils vont dire qu'il est malade. Il commence par là. Il est malade. Il va demander, excusez-moi, une autorisation de sortie pour aller se faire soigner. Et cette autorisation de sortie lui sera certainement donnée parce qu'il a la couverture du système mafieux que le Tshisekedi a installé au sommet du pays. Lui n'est qu'un maillon de cette chaîne de la mafia installée à la tête de notre pays. On va l'envoyer aller se faire soigner à l'extérieur et il ne reviendra plus. Oui, il va être condamné. Quand il va en Europe, soi-disant pour se faire soigner, il reviendra. Ils vont monter les enchères, ils vont aller peut-être à la cour de cassation. Tout ça, c'est la mafia. Donc, la mafia s'est installée au pays pour piller nos ressources. La mafia s'est aussi installée au niveau des institutions en théâtralisant les institutions les plus importantes, dont la justice. Donc, moi, je ne suis pas naïf.
je suis d'accord qu'une action judiciaire soit ouverte contre M. Vidé Tshimanga, mais connaissant les pratiques nauséabondes que M. Tshisekedi a mis en place depuis qu'il est au pays, connaissant la théâtralisation de la justice, je ne rêve pas. Kamer a été condamné pour 20 ans. Il a été libéré. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, quand vous prenez toutes les personnes qui ont été citées dans l'affaire 100 jours, personne n'est en prison. Ils ont libéré Vital, ils ont libéré Jamal, ils ont libéré Makabouza, ils ont libéré Benjamin Wenga, ils ont libéré Tilmons. Toutes les gens qui ont été cités dans la mafia et dans l'organisation de cette affaire des 100 jours sont dehors. Vous avez Eteni Longondo qui a eu même des circonstances aggravantes. Parce qu'il y a un rapport accablant contre lui, pondu par l'IGF. Et ce rapport démontre que M. Eteni Longondo, au cadre de l'UDPS, ancien ministre de la Santé, a détourné l'argent de la lutte contre la Covid. Donc à l'heure où les gens sont en train de se battre contre la pandémie mondiale de Covid, les instances internationales ont envoyé l'argent dans le pays. Un ministre de l'UDPS qui s'appelle Eteni Longondo a détourné cet argent. Le parquet a ouvert une action, l'action publique a été ouverte en son encontre, il est allé en prison. Augustin Kabouya est allé le voir en prison, le lendemain, comment il s'appelle, Eteni Longondo était sorti. Donc la justice sous Tshisekedi ne représente plus rien. La justice sous Tshisekedi est une affaire de théâtralisation. Donc tous les tralala qu'il faut avec Vidé Tshimanga, moi je suis heureux quand même pour l'image que la justice donne l'impression qu'il s'est saisi de cette affaire, mais l'issue ne me surprendra pas. Parce que Tshisekedi lui-même, il n'est pas à sa place. Tshisekedi lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est sa jouissance, c'est son détournement, c'est faire de l'argent. Mettre en place des mécanismes, des structures, des principes et des règles. Reformer les choses qui ont été qui claudiquaient, ce n'est pas dans son ADN. Il est venu pour autre chose. Il est venu pour sa propre jouissance. Donc, ne soyez pas surpris, je ne suis pas naïf. Je me résume, je suis heureux que la justice donne quand même l'image qu'elle s'est intéressée de cette affaire de M. Vidé Tshimanga, mais de là, je ne suis pas naïf, je n'attends rien. Voilà ce que j'avais à dire. Les amis, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé hier, il était à la tribune des Nations Unies, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a dit un certain nombre de choses, mais son discours s'est plus focalisé sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'ai pris un extrait, je voudrais vous proposer de suivre cet extrait-là, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas suivi. Je reviendrai, je donnerai mon point de vue sur cet extrait-là et on va continuer cette émission. Si Mr. Jason, qui est de l'autre côté de la régie, est totalement d'accord avec moi, si on est donc en synchro, je vais lui demander de vous diffuser cet extrait du président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, et puis on va revenir pour aller un peu plus en profondeur. Suivez le président Tshisekedi. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, que des organisations non gouvernementales humanitaires et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles dénégations des autorités rwandaises, le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement
serait d'une part encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en République démocratique du Congo. La réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation. Quoi qu'il en soit, je réaffirme haut et fort à cette tribune de la plus haute instance internationale de gestion des affaires du monde, la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre toujours, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect bien sûr du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même, merci beaucoup à notre ami Jason qui est de l'autre côté de la régie. Les amis, là, vous venez de suivre le président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est largement revenu sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je voulais d'ailleurs, comme je vous ai dit au début de cette émission, qu'on s'attarde un peu là-dessus. Le président a fait un discours de quelques minutes, je crois. C'était quoi, vingtaine, je crois. Oui, il a évoqué beaucoup de questions, mais évidemment, pour nous, Congolais, la question la plus importante qu'on attendait très ardemment, c'était la question de l'Est de la République. D'emblée, je voudrais ici relever quelques points positifs que j'ai vus dans ce que le président Tshisekedi a fait. D'abord, la forme que le président a donnée à son discours. J'ai beaucoup aimé. La lecture, elle était belle. La diction, le fond, le ton était bon. Un peu martial quand il faut l'être, un peu saccadé quand il faut l'être. La forme du président, la tenue du président et le rendu de son discours a été un franc succès. De temps en temps, je remarquais que le président s'est détaché de ses notes, il regardait l'assistance. La forme a été très très bien soignée et pour ça, je voudrais quand même que ceux qui ont travaillé avec lui et pour lui dans le cadre de ces discours-là trouvent ici mes félicitations. La deuxième chose
il faut ici saluer le courage que M. Tshisekedi a pris d'identifier et de nommer clairement le Rwanda comme pays agresseur du haut de cette tribune des Nations Unies. Parce que diplomatiquement, je l'évoquerai, rarement plutôt je vais dire, on a vu nos officiels être aussi crus, aussi directs dans l'accusation, dans la réprobation des actes belliqueux posés par le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Donc, l'identification claire et nette, la nomination claire et nette du Rwanda comme pays agresseur, le courage du président Tshisekedi de le dire publiquement du haut de la tribune des Nations Unies, monsieur le président, coup de chapeau. Ça aussi, c'est parmi les éléments qui m'ont touché et qui méritent que l'on puisse s'incliner. Et pour ça, je voudrais aussi donc saluer les discours du président de la République. Mais non, je voudrais aller au-delà des simples évocations, au-delà de l'énoncé. Je remarquais que depuis hier un certain enthousiasme, une sorte, je vais même aller loin, je parlerai de l'euphorie des Tshisekidistes et même de certains compatriotes sur ce que le président a fait. Le président de la République n'a pas fait un exploit. Ne nous leurrons pas, les amis. Le président de la République n'a fait qu'un discours. Et ces discours-là, en lui seul, ne peut pas incliner les choses en faveur de la République démocratique du Congo. Le président a fait un discours dans le cadre d'une cérémonie rituelle que l'humanité ou le monde a mis en place dans le cadre des Nations Unies. Mais vous allez vous rendre compte que les discours magistraux sur la tribune des Nations Unies ont été plusieurs fois prononcés. Mais ces discours-là n'ont pas changé le développement, le cours de choses dans le monde. Donc, à un moment donné, nous devons tempérer un peu notre euphorie sur les discours tenus par le président de la République. Il a fait, depuis hier, c'est vrai qu'il a eu le courage de nommer le Rwanda, il a eu le courage de dénoncer le Rwanda, mais 24 heures après son discours, Bunagana n'est toujours pas revenu à la République démocratique du Congo. Un peu pour vous dire que ce discours-là, tenu dans ce cadre-là, n'est qu'un simple rituel. Ce discours-là ne bouleverse pas les choses. Donc la République doit aller au-delà des discours. Ce qui se passe aujourd'hui, à bien le regarder, vous allez, je vais y revenir quand je vais vous montrer une autre vidéo. D'ailleurs, je préfère qu'on comprenne cette vidéo-là. Je mettrai les tout dans le même sac. Mr. Jason, la vidéo, parce qu'on parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, je voudrais que vous regardiez aussi ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit concernant l'insécurité dans l'Est de la République. Ça me permettra d'avoir suffisamment le temps pour essayer de dire ce que je pense de la situation sécuritaire dans l'Est de la République et donner à mon point de vue des pistes et des solutions. Et on finira par là. Si Jason est d'accord avec moi, suivez alors ce que le secrétaire général des Nations Unies disait en marge de cette Assemblée générale. Il était interviewé par nos confrères français. Et je reviendrai pour maintenant ramasser tous les dossiers ensemble. Jason, fais-nous d'abord écouter monsieur le secrétaire général des Nations Unies et puis on va revenir. Il faut reconnaître notre faillite collective et il faut trouver une autre approche parce que cette région va de mal en pire. Dans l'est du Congo-Kinshasa, les populations manifestent contre les casques bleus de la MONUSCO parce qu'elles accusent ces casques bleus de ne pas les protéger contre les rebelles. Il y a eu des manifestations meurtrières au mois de juillet. Est-ce que vous allez envisager un départ anticipé de ces casques bleus avant la date de 2024 et peut-être même avant la présidentielle de la fin 2023, comme vous le demandent plusieurs autorités? Il y a un programme de réduction progressive de la force qui est accordé avec le gouvernement, mais parlons franchement. Les populations ont
le désir et la perspective que les forces onusiennes soient capables de battre les mouvements qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Il faut que ces pays se comprennent mutuellement et il faut que ces pays coopèrent effectivement pour la sécurité de l'Est du Congo et aussi pour les garanties de sécurité, il ne faut pas l'oublier, du Rwanda et de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que l'ADF est un mouvement originaire de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore dans le Congo le FDLR, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui est un mouvement sorti des génocidaires des Hutus. Alors, il y a des préoccupations de tous les pays. Il faut qu'ils s'entendent parce que penser qu'une force de maintien de la paix peut résoudre des problèmes. Quand il y a maintenant des forces militaires extrêmement bien armées, c'est impossible. Et les populations, naturellement, ne le comprennent pas. Et pour nous, c'est une énorme... D'ailleurs, c'est un problème général sur le futur des opérations de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix étaient faites pour maintenir la paix. Mais maintenant, elles opèrent dans des situations où la paix n'existe pas. Et je crois que c'est une réflexion essentielle. Nous avons fait un certain nombre de réformes pour améliorer leur capacité, pour améliorer leur sécurité. Mais la vérité, c'est qu'il nous faut une réflexion profonde sur le futur du maintien de la paix dans des situations comme celle-là. Et moi, je suis entièrement favorable à qu'il y ait des forces d'imposition de la paix et de lutte antiterroriste, des forces africaines d'imposition de la paix et de lutte antiterroriste, menées sous l'égide de l'Union africaine et financées par les contributions obligatoires du système des Nations Unies, comme les forces de maintien de la paix. Sans des forces africaines robustes d'imposition de la paix, je crois qu'on n'ira nulle part. Monsieur le secrétaire général, merci de nous avoir accordé cette interview et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et... Merci beaucoup. Merci à notre ami Jason. Là, vous venez de suivre le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui parlait un peu de la situation d'insécurité dans l'Est de la République. La phare des vidéos est complètement bouclée. Allons-y maintenant sur mon point de vue. Ici, mes frères, j'étais en train de louer le discours du président Tshisekedi sur la forme qu'il a donnée à son discours. La forme était très bien travaillée, le ton, le rendu était très bien. Deuxième chose, ici, je me suis incliné sur le courage qu'a eu le président de la République d'identifier clairement le Rwanda, de le nommer clairement comme pays agresseur par rapport à la situation d'insécurité qui prévaut actuellement dans l'Est de la République. Mais je vous dis, il faut tempérer cette euphorie que je suis en train de lire dans les réseaux sociaux. Cette euphorie que je suis en train de voir dans les chefs de certains Congolais, et surtout des communicateurs du régime. Le
Le discours tenu du haut de la tribune des Nations Unies n'est qu'un simple discours, c'est un rituel qui ne fera nullement bouger les lignes de la situation sur terrain. Le discours magistral a plusieurs fois été prononcé du haut de la tribune des Nations Unies, mais ça n'a pas changé le cours de l'humanité. Ce n'est pas ces rituels-là, ces discours tenus pendant quelques 20-30 minutes du haut de la tribune des Nations Unies, magistral soit-il, qui changera les choses, mais au moins on les salue. Moi je veux qu'on aille au-delà de ce que le président de la République a dit. Le président a dit que depuis qu'il est arrivé, il s'est organisé pour s'afficher un homme de paix. Il a signé, il a parlé même des accords économico-sécuritaires avec certains pays voisins pour leur démontrer la volonté de la République démocratique du Congo. La première observation, le premier point que je vais mettre, c'est celui-là. M. Tshisekedi évoque des accords signés avec certains pays voisins. Il parle des accords économiques et sécuritaires. Aujourd'hui, tout le monde sait que le nœud du problème que nous avons avec le Rwanda, ce sont les engagements que le président a pris avec ce pays. Le président a pris le culot, je veux parler comme ça, le culot, d'évoquer du haut de la tribune des Nations Unies les accords conclus avec le pays voisin sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Les accords que le Parlement du pays ne connaît pas. Les accords que les Congolais, nous qui sommes concernés par ce que fait notre président de la République, nous ne connaissons pas. Puisque le président de la République a pris son courage en allant nous dire à la tribune des Nations Unies qu'il a pris des accords rassurant nos voisins, des accords militaires et économiques, est-ce que le président de la République peut-il prendre son courage, revenir au pays et nous dire quels sont les accords que le président a signés avec ce pays-là? M. Tshisekedi, qu'avez-vous promis à M. Paul Kagame? Parce qu'il parle des accords de manière vague. Tout le monde sait que le Rwanda se plaint que le président Tshisekedi ne respecte pas les accords. Quels ont été ces accords? Quelle est la nature, le contenu de ces accords que le président de la République a signé avec le Rwanda pour que la République se retrouve aujourd'hui dans la merde? Je vous ai toujours dit que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'était pas à sa place. Félix Tshisekedi signe des accords de manière alambiquée. On lui fait signer des choses qu'il ne maîtrise pas. Qu'a-t-il signé qui nous amène aujourd'hui des complications que nous avons? Parce que lui-même, du haut de la tribune des Nations Unies, il le reconnaît et il dit qu'il a signé des accords. Mais nous, la population, notre Parlement, la République tout entière ne connaît pas la teneur, les tenants et les aboutissants des accords que le président de la République a signés. Premier élément. Deuxième élément, le discours magistral du président Tshisekedi que j'ai salué ici doit aller au-delà. Ce que nous vivons aujourd'hui est tout simplement une faiblesse, un échec patent de la diplomatie à l'Angeleka lancée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi nous a dit que par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République, il a deux fronts. Le premier front était un front diplomatique et le deuxième front était un front militaire. Tous les jours, ces partisans n'ont pas arrêté de nous casser les oreilles en nous parlant d'une diplomatie agissante. Moi, je suis venu ici, je vous ai dit que le président Tshisekedi a transformé la présidence de la République à une agence internationale des voyages touristiques d'État. Je vous ai dit que le président Tshisekedi a mis en place une diplomatie à l'Angeleka, la diplomatie de la jouissance, la diplomatie de la danse, et que cette diplomatie-là n'apportait rien à la République. Ceux qui voulaient m'insulter m'ont insulté, ceux qui voulaient me contredire m'ont contredit. Aujourd'hui, rendez-vous à l'évidence que j'avais raison. La diplomatie du président Tshisekedi était un échec patent, et la preuve est là avec les déclarations que vous venez de suivre du secrétaire général des Nations Unies. J'ai vu des journaleux, des laudateurs, des dialoguistes du président Tshisekedi s'offusquer par rapport à ce que M. Antonio Guterres a dit. Je parlerai de cette affaire d'armement, mais je reste d'abord au niveau de la diplomatie. Parce que lorsqu'on pose la question au secrétaire général des Nations Unies, quand il dit que le M23 est armé sophistiquement, on lui pose la question de savoir si c'est le Rwanda. Il dit ces armes-là proviennent de quelque part. Donc, diplomatiquement,
le président est dans l'impossibilité de faire avaler à tout le monde et de faire respecter à tout le monde ce qui saute aux yeux, c'est-à-dire l'agression du Rwanda. Le secrétaire général des Nations Unies a botté en touche en expliquant que ces armes-là venaient de quelque part. Mais lui, il est secrétaire général des Nations Unies. Il y a un groupe d'experts des Nations Unies qui est arrivé ici, qui a fait des enquêtes et qui a corroboré ce que le Congo dit. Ce groupe des experts a expliqué que le M23 recevait le soutien du Rwanda. Comment est-ce que le patron des Nations Unies, dont les experts ont confirmé effectivement que le Rwanda apportait un soutien militaire au M23, comment on peut expliquer que le patron de cette structure-là, lui, puisse se retrouver dans l'impossibilité et botte en touche la question de l'implication du Rwanda dans l'insécurité dans l'Est de la République? C'est la preuve de la faiblesse de notre diplomatie. Tshisekedi se promène comme un pigeon. Il se promène comme un Magellan, il est partout. Parce qu'il aime le voyage, il aime la jouissance. Tshisekedi n'a rien à faire. Pour lui, la présidence de la République, c'est la gloire. Montre Rolex 350 000, chaussures 15 000, 20 000 en poche, veste à Tomboli Mapeka, à Tambola Likola Matapi. Mais dans le fond, aucun travail de fourmi n'est fait. Aucun travail de fourmi n'est fait. Je vous ai toujours dit, moi en classe, on me disait que la politique étrangère est tout simplement l'ensemble des pratiques mises en place pour contrôler l'environnement externe d'un pays par la préservation des situations positives et la modification des positions négatives. Aujourd'hui, la diplomatie congolaise est dans l'impossibilité de mettre dans la tête de la communauté internationale que le Rwanda est un pays agresseur alors qu'il paraît évident que le Rwanda est derrière ce qui se passe. La diplomatie congolaise est dans l'impossibilité d'obtenir la condamnation unanime d'une agression visible du Rwanda. Et les laudateurs, les dialoguistes de M. Tshisekedi, toute honte bue, ils viendront vous dire que la diplomatie agissante de M. Tshisekedi. Tshisekedi a réussi à placer les curseurs sur le Congo. Tshisekedi a réussi. Non, Tshisekedi est tout simplement en train d'échouer. Tshisekedi est en train d'échouer. La diplomatie à l'Angeleka mise en place par les jouisseurs Félix Antoine Tshisekedi ne produit pas de fruits. Vous avez la preuve. Tshisekedi a fait le tour du monde comme un pigeon voyageur pour assouvir ses besoins touristiques. Tshisekedi est même allé à Djouba au Soudan du Sud. Mais même là, le Soudan du Sud a été incapable de reconnaître et d'identifier le Rwanda comme pays agresseur. Le Soudan du Sud a refusé d'identifier le Rwanda comme pays agresseur. Tshisekedi est allé plusieurs fois. Il a même fait adhérer le pays à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il a fait des voyages inutiles comme il en a seul les secrets. Lui, il a les secrets. Il est allé à Nairobi. Et même à Nairobi, le communiqué final signé ne reconnaît pas le Rwanda comme pays agresseur. Quand il parle de la diplomatie agissante du président Tshisekedi, quand il les évoque les résultats de la diplomatie de M. Tshisekedi, j'aimerais bien que quelqu'un qui en parle puisse se mettre en face de moi et qu'il puisse nous étaler la positivité ou les résultats obtenus par la diplomatie du président Tshisekedi. Ce qui se passe dans l'Est de la République est tout simplement un échec patent de la diplomatie hasardeuse du président Tshisekedi, de l'incompétence du président Tshisekedi qui appose sa signature dans des documents sans se rendre compte du contenu. Le président n'a pas suffisamment de capacités managériales, il n'a pas de capacités pour amener une gouvernance et surtout la capacité de comprendre ce qui se passe sur la scène internationale. Qui l'entoure? Qui prépare les voyages du président? Qui l'accompagne dans ces voyages? Regardez. J'ai vu une image circuler ici dans les Nations Unies où on bouscule les gens sont en train de les suivre. Qui l'accompagne? Qui l'accompagne? C'est le seul président au monde qui vient discuter des factures des hôtels à la président de la République. Donc, si quelqu'un vient vous dire que la diplomatie de Félix est une diplomatie agissante, il faut lui opposer les faits. La diplomatie de Tshisekedi est une diplomatie à l'Angeleka qui montre ses limites et qui a totalement échoué. Totalement échoué. Et je
j'en veux pour preuve les déclarations du secrétaire général des Nations Unies. Il vous dit que le Rwanda, plutôt le M23 a des armes sophistiquées. Le M23 est une armée organisée à l'heure où nous parlons. Quand on lui pose la question si c'est le Rwanda qui donne les armes, il dit non, ces armes viennent de quelque part. Alors que l'humanité tout entière, c'est la provenance de ces armes-là. Le monde ne nous prend pas au sérieux, parce que notre président n'est pas du tout sérieux. En 4 ans, Félix Tshisekedi a étalé ses insuffisances sur la place publique. Tout le monde sait qu'il n'est pas à la hauteur, il n'est pas compétent. On se moque de nous. On se moque de notre pays, les amis. Et ceci m'amène à renouveler mes propos quand je vous dis que chaque seconde, chaque minute et chaque heure que ce monsieur passe à la tête de notre pays nous insécurise. Avec Félix Tshisekedi comme président de la République, nous sommes nous tous en danger. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément. Au-delà de son courage, j'ai après vu un président pleurnichard. Les amis, on va continuer à pleurer jusqu'où? On continuera à pleurer jusqu'où? Comment le Grand Congo, avec tout ce que nous avons, nous sommes incapables de nous mettre sur table, de faire des diagnostics de nos problèmes et de trouver des solutions. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, je le répète. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez condamner Paul Kagame, vous allez l'insulter. Vous allez l'insulter. Vous allez crier sur tous les toits les Rwandais, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Le Rwanda n'est pas le Vatican. Encore que le Vatican défend aussi ses intérêts. Nous sommes dans un monde impitoyable. Les relations internationales, il n'y a pas d'enfant des cœurs. On est dans un domaine d'intérêt, rien que les intérêts. Nous sommes dans un espace où les plus forts résistent et les plus faibles tombent. Insultez Paul Kagame comme vous voulez. Dites-lui qu'il est agresseur. Dites de lui qu'il a agressé le Congo. J'ai même vu quelqu'un dire de lui qu'il est... Mbosso, je crois. Voilà, un autre. Mbosso a dit qu'il était... Paul Kagame était l'axe du mal africain. Si votre sécurité profite au Rwanda, si votre sécurité permet à Paul Kagame de construire son pays, attends, il n'est pas Jésus pour vous apporter la paix sur un plateau d'or. Kagame est un patriote pour ses compatriotes. Est un homme qui a regardé les insuffisances de son pays et qui est capable d'aller les prendre chez le voisin. C'est comme ça. Sur le plan international, les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que d'intérêts, les amis. Dites tout ce que vous voulez, la Russie s'est sentie en insécurité. Il a traversé vers l'Ukraine. Dites tout ce que vous voulez, les États-Unis d'Amérique ont compris que s'ils laissaient l'Ukraine tomber, ils vont perdre leur influence, notamment dans le cadre de l'OTAN et de tous ces pays. Et il intervient aujourd'hui. Regardez la déroute que, grâce aux États-Unis d'Amérique, l'Ukraine est en train d'administrer à la Russie. C'est comme ça. Vous êtes là, dans l'incapacité, dans la jouissance, dans l'incompétence. Un président incompétent, qui n'a aucune vision, qui n'a aucune ligne, qui ne respecte rien, qui est là dans la jouissance, qui est là dans le voyage touristique, dans le détournement. Et à chaque fois qu'il a l'occasion, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Attends, ça deviendra un refrain qui va lasser tout le monde. Qui va lasser tout le monde. Retenez-les comme ça. C'est la cruauté des relations internationales et c'est comme ça. Nous allons monter, nous allons descendre, nous allons même nous enterrer. Si l'insécurité dans l'Est de la République profite au Rwanda, n'attendez pas que le Rwanda vous apporte la paix sur un plateau d'or. Vous devez trouver les ressources en vous-même. Arrêtez cette histoire de trouver tout le temps, la paille dans l'œil de l'autre. Quelle est notre responsabilité comme peuple? Vous avez un président de la République qui est là depuis 4 ans. Quelles sont les réformes que le président de la République a mises en branle? Qu'est-ce que le président a mené?
Aujourd'hui, on a appris qu'ils sont en train de faire des travaux, ils sont en train de vendre les camps Kokolo. En 4 ans, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Lui-même, il est devenu milliardaire. Il avait des bottes, il se promenait avec des catchs à Bruxelles. Aujourd'hui, il met des chaussures à 15 000 $. Alors qu'il n'en avait pas à Bruxelles. Donc, réforme, c'est seulement dans sa vie. Réforme, c'est seulement dans sa famille et dans sa belle famille. Ce n'est pas Paul Kagame qui a dit à Tshisekedi d'aller voler l'argent des 100 jours. Ce n'est pas Paul Kagame qui a demandé à Tshisekedi d'aller escroquer son peuple avec l'affaire RAM. Ce n'est pas lui. Nous devons être en capacité, en mesure de dégager nos responsabilités à nous. Nous devons être en mesure de poser un bon diagnostic et de ce diagnostic-là, trouver le remède qui peut nous amener à résorber ces cancers qui est l'insécurité dans l'Est de la République. Un discours courageux, bon dans la forme, mais creux dans le fond. Creux, les amis. Creux. Parce que c'est des récitations, c'est des redites. Il reviendra ici, demain il va prendre un autre avion pour aller se promener, rien ne changera. Et on vous dit, le secrétaire général des Nations Unies vous a dit, la solution, le Congo, le Rwanda et l'Ouganda doivent se retrouver. Or on sait, le Rwanda vous dit, ce n'est pas moi, allez négocier avec le M23. Allez négocier avec le M23. Vous dites le M23 c'est un mouvement terroriste. Mais vous-même et les Nations Unies et vous reconnaissez la force des frappes du M23. Vous dites qu'ils ont des armes sophistiquées, c'est une armée organisée. Mais c'est la faute de qui? C'est la faute de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en 4 ans n'a rien fait pour réformer cette armée. Les gens vont me dire, mais écoutez, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire en 4 ans? Attendez, ne soyons pas... Non, ils ne pouvaient rien faire en 4 ans, mais ils pouvaient s'acheter des maisons en 4 ans, ils pouvaient s'acheter des Rolex à 350 000 en 4 ans, ils pouvaient s'acheter, vider les magasins de vestes en 4 ans, ils pouvaient installer sa famille, sa belle famille en 4 ans. Attendez. Vous connaissez qu'il y a 4 ans, c'est seulement quand on met Félix Tshisekedi devant ses responsabilités. Quand on démontre à la face de l'humanité que nous sommes gérés par un incompétent, quelqu'un qui n'est pas du tout à sa place, c'est à ce moment-là que c'est l'audateur, que c'est dialoliste se rappelle que non, attendez, ça fait seulement 4 ans. Mais en 4 ans, prenez l'argent que Tshisekedi a volé en 4 ans, l'argent qu'il a détourné en 4 ans. Jean-Marc Kaboun vous a dit qu'il envoie de l'argent dans des paradis fiscaux. En 4 ans, il n'en avait pas. Vous vous rendez compte que ça fait seulement 4 ans quand on les met devant ses responsabilités pour lui dire, monsieur, vous êtes président de la République, vous avez signé, vous avez prêté serment de protéger l'intégrité du pays. Comment est-ce que ça brûle dans l'Est de la République? Vous prenez les champagnes, vous allez dans des fêtes. C'est là que vous allez vous souvenir que ça fait là qu'il est 4 ans. Non, ça fait pas 4 ans. Ça fait que Tshisekedi est un incompétent. Ça fait que Tshisekedi n'est pas du tout à sa place. Ça fait que le Congolais, nous devons nous mobiliser pour chasser cet homme qui n'a aucune vision, aucune ligne, qui n'a pas de compétences, il n'a pas de ressources. Il n'a pas la capacité de gérer ce pays-là. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité, les amis. On va pleurnicher, on va continuer à pleurnicher, la situation ne changera pas. Et d'ailleurs, moi je veux encore vous choquer. Je suis malheureux parce que je ne crois pas en Tshisekedi. Je pense que Tshisekedi est incompétent, il n'aura pas de ressources pour résoudre ce problème-là. La seule solution que Félix trouvera, il va trouver une solution d'apparence. Apparemment, il y aura la paix. Mais dans sa quête d'avoir des solutions d'apparence, Tshisekedi va encore nous foncer davantage. Parce qu'il signe des choses que lui-même ne maîtrise pas. Il s'en fout, il signe des choses qu'il ne maîtrise pas. Il ne comprend rien, il ne comprend pas la gestion de la République, ces garçons, ces messieurs. On ne peut donc pas, logiquement, compter sur Tshisekedi. On ne peut donc pas, logiquement, croire que Tshisekedi peut changer les choses. Donc son discours courageux est en réalité une récitation, une répétition qui en termes de résultats est une répétition où en termes de résultats on n'aura que des résultats creux. Parce qu'au-delà de son courage, il a étalé des lamentations, des lamentations. Il reviendra ici, il va aller assister à une funéraille, à des funérailles, il va aller boire, il va aller à une fête d'anniversaire, il va aller à une fête de mariage et tout. C'est rébellote. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien.
Et c'est comme ça qu'on est géré, les amis. Mr. Jason, j'ai déjà fait combien de minutes? Apparemment, j'ai déjà dépassé l'heure là. Il n'y aura rien. À 1h05. Allez, on va terminer par là. Il n'y aura rien, les amis. Allez, on va terminer par là. Ça a été un grand plaisir pour moi de présenter cette émission. Même si ça a déjà fait plus d'1 heure. On s'est battu, j'espère que la connexion elle est bonne. Mais non, retrouvons-nous tout à l'heure à 21h dans le cadre de l'émission Allo CPL. Vous savez que c'est une émission où vous aussi vous venez donner vos points de vue sur la marche du pays, sur des questions. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler de l'affaire Videchi Manga. Je voudrais qu'on commence par là, si la technique ne nous trahit pas. Donc, à tout à l'heure à 21h. Je vous retrouve 21h heure de Kinshasa dans le cadre de l'émission Allo CPL. Les amis, je vous aime. Et je suis heureux de savoir que vous êtes nombreux à croire en nous et à être avec nous. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.